Les réseaux sociaux sur lesquels nous naviguons quotidiennement nous ont rendus familiers de ce type de message. Nous nous exprimons dans ces petits espaces d'écriture en respectant spontanément certaines conventions, comme la présence d'emojis, de liens et de commentaires, mais aussi la brièveté et la simplicité des messages. Alors, lorsque nous écrivons, dans quelle mesure sommes-nous influencés par le support d'écriture lui-même ? Je m'appelle Mathieu Gou. Je suis chercheur au laboratoire CRISCO à l'université de Caen-Normandie. Je suis spécialisé dans l'histoire de la langue française du XVIe siècle jusqu'à aujourd'hui. Je travaille en grammaire textuelle diachronique, c'est-à-dire que j'analyse la façon dont le texte a évolué au cours du temps. Et surtout, comment l'espace d'écriture, du parchemin aux écrans d'ordinateur, en passant par les codex et les imprimés, a déterminé des pratiques textuelles qui ont, à leur tour, influencé l'évolution de la langue française. Effectivement, on n'écrit pas un billet sur une petite feuille de papier comme on écrit un roman. L'organisation en paragraphes, les titres et sous-titres, voire l'espace disponible pour l'écriture, influencent l'expression. Autrement dit, la matérialité du support de communication participe de plein droit au travail interprétatif. Pour reprendre cette célèbre citation du philosophe Marshall McLuhan, le message, c'est le médium. Les relations entre texte et support sont généralement désignées sous les termes de médialité, de typodisposition ou encore, chez les stylisticiens, de vie-lisibilité. Dans les manuscrits du Moyen-Âge, l'unité de la ligne n'est pas toujours pertinente pour l'analyse linguistique. Dans le très ancien coutumier de Normandie, recueil de textes de jurisprudence composé vers 1250, le texte est organisé sur 2 colonnes. Les scripteurs utilisent tout l'espace de la page. Ils abrègent quand ils le doivent, ne sautent aucune ligne et se passent volontiers de ponctuation. C'est que le manuscrit coûte cher à l'époque. Les rubriques, qui agissent à la façon de sous-titres, sont signalées par de l'encre rouge et des majuscules ouvragées permettent de mieux visualiser l'ouverture des chapitres. Pour faciliter la compréhension et introduire une idée nouvelle, un peu comme on sauterait une ligne entre 2 paragraphes, on a recours au capitulum, ces genres de C majuscules qui donnent naissance au pied de mouche que l'on retrouve aujourd'hui dans nos éditeurs de texte. Dans cet ouvrage, pas d'effet de caractère ni de paragraphe pour marquer les étapes du récit ou les parties argumentatives. Il faut donc s'en tenir à d'autres indications. Et quand ils entendaient qu'ils étaient accusés de ce qu'ils s'étaient agenouillés, ils se levaient, et les plaideurs les accusaient une nouvelle fois de ce qu'ils s'étaient levés, sans l'injonction de la justice. Pour ouvrir une nouvelle étape du récit, on utilise des connecteurs comme la conjonction « et », ici sous sa forme abrégée de « et » dit tyrrhénien, comme si on fermait la phrase précédente par un point. Les conjonctifs comme « de ce que » signalent le cœur de l'argumentation, ici ce qui est reproché aux accusés. Dans ce manuscrit, pas de système de renvoi à des pages ou à des chapitres, ni de notes de bas de page. Impossible donc de naviguer rapidement dans l'ouvrage. C'est pourquoi les scripteurs doivent fréquemment rappeler et énumérer certains éléments au fil du texte. Cette disposition ancienne se modifiera au long de l'époque médiévale, puis disparaîtra définitivement vers 1450, lors de l'invention de l'imprimerie, qui autorise des compositions plus élaborées. Voici une page du Grand Coutumier de Normandie, commentée par Guillaume Rouillet. Il utilise le principe de la glose encadrante. Le texte principal est placé au centre de la page, et c'est autour de ce cadre qu'on trouve le commentaire de l'auteur, la glose. Des appels et des renvois, sous forme de lettres ou de chiffres, permettent d'établir une correspondance entre un passage du texte et la partie du commentaire qui s'y rapporte. Ce système de renvoi permet à l'auteur d'embrayer directement sur son commentaire, sans se soucier d'une intégration syntaxique et sans avoir à répéter le terme commenté. À partir de la moitié du XVIe siècle, une révolution des pratiques d'écriture et de l'organisation de la page se met en place. On commence à jouer avec la taille des caractères, ce qui permet une hiérarchisation fine du contenu du texte. Sur cette page des commentaires du droit civil de Terrien, on voit que les 3 premiers paragraphes ont des caractères de taille différentes. Chaque taille correspond à un type particulier de commentaire. Glose première, commentaire sur la glose, addition en latin, décision de justice ou décret royal. Attention tout de même, l'utilisation d'une règle est recommandée pour vérifier la hauteur des lignes. La nuance peut être subtile. Avec l'ajout de sous-titres centrés, le lecteur sait immédiatement, du moins en théorie,
le contenu textuel qu'il va parcourir, ce qui lui permet non seulement de naviguer plus rapidement dans le texte, mais également de se dispenser de formules introductrices. Au XVIe siècle toujours, une autre innovation se répand dans l'écrit, les manchettes. Ces inscriptions en marge du texte, en vis-à-vis de l'énoncé, permettent au lecteur de retrouver rapidement les moments importants. Dans un seul et gros paragraphe, il peut être difficile de comprendre l'organisation du propos. Dans cet exemple du voyage fait en la terre de Brésil de Jean de Léry, certains indices permettent de s'y retrouver, comme des connecteurs. Mais, bien est vrai, davantage. Mais cela reste difficile. Les manchettes viennent à notre secours en guidant notre œil. Avec ce procédé, l'auteur peut construire ce qu'on appelle des périodes, de très longues unités textuelles, conçues de façon entortillée et avec une organisation très élaborée, sans avoir à se soucier de faire des rappels ou des résumés. Dans le Don Quichotte de Cervantes, traduit par César Oudin en 1614 pour la première fois en français, le chevalier imagine, dans une hallucination délurée, une armée de légendes, composée de héros fabuleux qu'il décrit à Sancho Panza. La description, dont on ne voit ici qu'un extrait, est donnée dans un seul long paragraphe qui n'est pas aisé à découper visuellement. Pour autant, grâce à divers outils linguistiques, le texte est organisé en plusieurs strates de lecture. Les référents nouveaux, ici les personnages, sont introduits par des expressions comme « ce chevalier »,« l'autre »,« celui qui a toujours été vainqueur ». On les trouve souvent en début de phrase graphique ou après une ponctuation semi-forte, comme les points-virgules. Les descriptions qui se rapportent à ces personnages sont amorcées par le pronom « qui », utilisé en alternance avec un autre pronom, « lequel ». Les résolutions des descriptions sont introduites par « c », donnant l'effet d'un zoom, permettant d'identifier les personnages. Enfin, des formules comme « tourne les yeux » reproduisent, à destination de Sancho comme du lecteur, un mouvement qui pointe explicitement l'apparition d'un nouveau chevalier. Ici, donc, pas d'effet de mise en page, mais le texte est bel et bien segmenté pour faciliter la lecture. Le pronom déterminant relatif « lequel » s'avère très utile pour structurer les périodes longues. Il s'agit par conséquent d'un indice textuel particulièrement important pour étudier le recours à cette pratique d'écriture à travers le temps. Une évolution que j'ai pu mettre en évidence en dépouillant intégralement 160 textes de 34 auteurs différents, soit environ 6 millions de mots, sur une période s'étalant de 1580 à 1720. L'utilisation de « lequel » augmente légèrement jusqu'au premier tiers du XVIIe siècle, puis s'écroule franchement. Le modèle d'écriture périodique aux longues unités textuelles a progressivement été remis en cause. En effet, après la période classique apparaît une organisation de l'écrit plus conforme à ce dont nous avons l'habitude aujourd'hui. Voici un extrait de l'Ingénu, paru en 1767. Voltaire y évoque une seule et même compagnie, composée de nombreux personnages. À la période classique, ce passage aurait vraisemblablement pris la forme d'une période. Pourtant, Voltaire fait des phrases bornées, ou du moins segmentées très scrupuleusement, par des points et des points-virgules ou des virgules, et sans jamais utiliser le pronom « lequel ». Comme on le voit ici, les indications métatextuelles comme les manchettes ont au fil du temps disparu de l'espace de la page. Des paragraphes, indiqués par des sauts de ligne et des retraits, marquent les différents moments interprétatifs et aèrent la progression. Cette réorganisation s'est accompagnée d'un rétrécissement des périodes, qui ont dû gagner une nouvelle autonomie pour rester compréhensibles, jusqu'à aboutir à la naissance de la phrase, entendue comme l'expression d'un prédicat principal et isolée par la ponctuation. C'est là où nous en sommes, plus ou moins. Du moins, c'est cette convention, assez récente dans notre histoire culturelle, 2 ou 3 siècles au mieux, qui nous est la plus familière. D'autres formes modernes de texte s'accompagnent également de typodispositions et d'écritures spécifiques. Les recettes de cuisine, les notices de jeux vidéo, la publicité sont autant de supports ayant chacun leurs enjeux d'explication ou d'argumentation avec une disposition textuelle spécifique. Et les choses changent encore aujourd'hui. Les écritures numériques ont bouleversé une fois encore nos pratiques d'écriture. Sur la plupart des réseaux sociaux, l'énoncé est encapsulé dans un cadre de l'écran, ce qui le rend de facto autonome. La phrase reprend alors ses aises et s'émancipe de la ponctuation.
De nouvelles procédures de relance et de continuité, telles que les hyperliens, la mention d'un autre utilisateur ou encore les captures d'écran, font désormais partie des usages. Une fois encore, l'espace d'écriture redéfinit les outils linguistiques à la disposition des locuteurs. Et si l'on considère avec quelle rapidité nos environnements numériques se transforment, il y a fort à parier que les évolutions du texte continueront longtemps à donner du grain à moudre aux linguistes.